On va le faire à 3 voix. Donc moi, je vais commencer sur la partie historique en Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, je laisserai la parole à ma collègue Christine Archenot pour la partie réalisation des enquêtes. Et Natacha Elia fera ensuite un focus plus particulièrement sur la valorisation des tracts. Je reprendrai très rapidement la parole pour un petit point sur les perspectives. Et puis après, j'espère qu'on aura de nombreux échanges sur la deuxième partie de ce webinaire. On n'est pas en plein écran là, Marion. Si tu as la possibilité, ce sera peut-être plus visible. Et tu peux passer à la deuxième, la diapo suivante. Donc, au niveau de ce sujet de la traque, donc pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, ça s'est passé en Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est un sujet qui nous intéresse déjà depuis plusieurs années. Donc, en première étape clé un petit peu, il y a eu en 2015 un mémoire de fin d'études d'étudiants qui était à l'époque qui avait fait son stage à la Chambre régionale d'agriculture d'Aquitaine. Il n'y avait pas encore la fusion entre les 3 régions qui forment maintenant la Nouvelle-Aquitaine. Donc, qui était sur comment repérer, caractériser, capitaliser et diffuser l'innovation agricole. En deuxième moment un peu clé, je pense qu'il y a eu en 2018 un rapport qui a été réalisé par notre collègue Jean-Philippe Bernard, donc, qui était à la Chambre d'agriculture Charente-Maritime. Un rapport que vous pouvez retrouver sur Opéra Connaissance et qui était donc sur repérer les innovations dans les exploitations agricoles. Et pour ça, il avait réalisé un tour un petit peu en France, au niveau de notre réseau des chambres d'agriculture, et il a réalisé donc un état de l'art du repérage de l'innovation dans les exploitations agricoles au sein de notre réseau Nouvelle-Aquitaine, notre réseau des chambres d'agriculture, pardon. Et ce rapport avait déjà aussi permis de mettre en évidence un certain nombre de freins au niveau des conseillers, donc les personnes qui réalisent les tracts à l'innovation, en fonction de leur disponibilité, de leur motivation, du cloisonnement aussi, parce que souvent un conseiller, il est spécialisé plus ou moins dans son domaine, et puis il a du mal à aller voir un petit peu ailleurs. Il peut y avoir aussi des freins liés à la politique, au management, en fonction des priorisations ou non, de l'implication de la direction sur ce sujet de la traque. Il y a les outils de capitalisation. Déjà, il faut qu'ils existent. S'ils existent, on a vu dans certains cas aussi des soucis selon la manière dont ils étaient accessibles, plus ou moins facilement accessibles, plus ou moins ergonomiques, etc. Bien sûr, le financement, toujours, le nerf de la guerre, et la valorisation. Et puis, en fait, un autre frein aussi, c'est la pérennité des dynamiques, parce qu'en fait, là, Jean-Philippe Bernard s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de tracts qui étaient lancés, comme ça, de projets qui étaient lancés et qui duraient 6 mois, 1 an, parce que les conseillers étaient peu motivés, ou parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'implication de la direction, ou voilà, pour les autres raisons des freins, problème des outils de capitalisation, etc. Donc voilà, si tu peux passer à la diapo suivante. Une autre étape clé en Nouvelle-Aquitaine, c'est la structuration que l'on a eue donc en 2020, où on a créé un réseau de référents innovation, recherche et développement, un réseau départemental. Donc c'est la mode de structuration que l'on a choisi par rapport à la structuration, vous savez, qu'il y a dans chaque région au niveau de l'IRD. Et donc voilà, on a fait ce choix. Donc dans chaque département, il y a un référent innovation, recherche et développement qui est mis à disposition de la chambre régionale. Donc là, vous avez le nom et les photos des référents actuels. Donc, ce n'est pas ceux de 2020. Il y a eu quelques changements depuis. Vous connaissez un petit peu le turnover qu'il peut y avoir dans notre réseau. Donc là, j'ai mis l'équipe 2024. En fait, c'est l'équipe de 2025. C'est l'équipe actuelle donc des référents IRD. Et donc, ces référents sont mis à la disposition de la chambre régionale à concurrence de 50 jours par an. Alors, ce n'est pas 50 jours sur la mission, sur la traque, mais la traque est clairement identifiée parmi leurs missions. Et donc, voilà, c'était quelque chose qu'on avait vu dans les
l'état de l'art qu'on avait fait, quand les personnes n'étaient pas vraiment missionnées pour cette action, ça ne durait pas longtemps, quoi. Donc là, les référents ont une partie de leur temps mis à disposition de la CRANA pour la track. Et le financement, il se fait en fait dans le cadre du PRDA. Donc dans l'AE5, donc, qui est l'action élémentaire IRD du plan régional de développement agricole, donc avec un financement en CASDA. Tu peux passer à la diapo suivante. Et ensuite, donc, autre étape, on a commencé à mettre en place réellement en Nouvelle-Aquitaine nos tracks en 2021. Donc, en commençant par structurer une méthodologie de trame, d'enquête, parce que bien sûr, il fallait que ce soit harmonisé pour que l'on fonctionne tous de la même manière. C'est l'intérêt du réseau. On a commencé donc aussi à faire de la communication autour de cette track, à destination des conseillers, mais aussi des agriculteurs. Là, vous avez un exemple de petit article qui était fait dans une newsletter en Charente-Maritime de Sèvres, voilà, pour proposer aux agriculteurs qui souhaitaient communiquer sur une innovation dans leur exploitation. Voilà. Donc, il y a eu quelques communications comme ça qui ont été faites. Et on a réalisé nos premières tracks en février 2021. Alors au départ, j'avais mis un objectif certainement trop ambitieux, donc j'avais proposé qu'il y ait 10 tracks par an dans chaque département pour arriver à 120 tracks chaque année, quoi. Bon, on a quand même réalisé les 3/4 de ces tracks. Voilà, ça a été plus difficile dans certains départements que dans d'autres. Et puis pour finir sur l'historique, une dernière diapo. Diapo suivante, merci. Donc, très rapidement, donc vous avez vu, on a commencé les premières tracks en février, et on a dès avril créé une base de données pour capitaliser l'ensemble de ces enquêtes. Donc, on a créé une base de données sous Link. Donc voilà, c'est un outil là que l'on a en Nouvelle-Aquitaine qui n'est pas présent partout, mais l'intérêt c'est qu'il est lié aussi à Octagri, et donc on peut lier facilement toutes les informations que l'on a au niveau des exploitations. Voilà. Donc toutes nos enquêtes sont saisies sous cette base de données. En juin, de 2021, donc, il y a eu une présentation en COMEX. Donc le COMEX, c'est le comité des directeurs des 12 chambres départementales. Et on a eu une présentation ensuite l'année suivante en bureau, donc au niveau des élus. Et voilà, dans les deux cas, il y a eu vraiment incitation, que ce soit de la part des directeurs ou des élus membres du bureau, de poursuivre dans ce projet de track. Donc voilà, je vais pas m'étendre plus que ça sur l'historique. C'était déjà pour vous montrer un petit peu le contexte. On pourra y revenir après si vous avez des questions particulières. Et je vous propose là tout de suite de donner la parole à Christine Archenot pour la partie réalisation concrète des enquêtes. Bonjour à tous. Donc en fait là, sur la démarche, concrètement pour réaliser les enquêtes, entre le repérage et la saisie, il faut compter entre 1 à 2 journées, parce que le repérage, en fait, ça se fait au fil du temps. Ça peut être immédiat, mais comme ça peut se faire sur du long terme. Donc, je vous expliquerai après comment je m'y prends pour faire ces enquêtes. Natacha, si tu veux prendre le relais. Oui, donc juste en termes de chiffres, pour vous donner une fourchette un petit peu de représentation. Donc, on a compté dans la base de données dont vous avez vu l'aperçu précédemment avec Pascal. Bonjour d'abord, je n'ai pas dit bonjour. Bonjour à tous. Une base de données dans laquelle on a comptabilisé 269 tracks, sachant que dans ces 269 tracks, il n'y a pas 269 exploitations. Il y a des exploitations qui peuvent être porteuses, et c'est souvent le cas, de plusieurs pratiques innovantes, parce que souvent, quand un exploitant a une démarche d'entrepreneur et innovant, il n'a pas qu'une invention dans ses poches. Et donc là, si on devait représenter un petit peu, catégoriser les tracks qui ont été réalisés par l'ensemble de l'équipe,
y a 5 grandes catégories qui se sont dessinées, qu'on a redécoupées tous ensemble. Je vous expliquerai après l'explication de Christine comment on a réparti ça. Mais il y a des innovations qui relèvent plutôt de pratiques de commercialisation, d'autres plus de pratiques techniques en agronomie, de systèmes de production dans leur ensemble, ou bien des innovations plus sur le matériel, et puis sur l'organisation de l'entreprise. Et donc, dans chaque catégorie, vous voyez qu'il y a un nombre de tracks plus ou moins récurrents. Là, je vous ai fait le top 5 des tracks qui ont été le plus fréquentes. Donc, sur tout ce qui est ensemble de commercialisation, c'est des voies de diversification. Sur le matériel, c'est des pratiques en lien avec l'énergie, que ce soit pour la production, la consommation ou l'économie. Sur les pratiques en agronomie, c'est tout ce qui va concerner les protections et les systèmes de protection et d'alternatives. En entreprise, il y a pas mal de choses autour de la main-d'œuvre. Et sur les techniques de production, là, c'est tout ce qui va avoir trait à l'alimentation. Ça, c'est juste pour vous donner un petit aperçu de tout ce qu'on a balayé chez nous, sachant que la pratique telle que Pascal vous l'a exprimée, c'est vraiment une pratique régulière, récurrente et à 360. Elle n'est pas dédiée sur un thème. Voilà un petit peu ce qu'on peut en dire de nos manières à nous de traquer. Donc, du coup, je vais redonner la parole à Christine pour qu'elle vous explique comment elle s'y prend. Tu peux passer la suivante, s'il te plaît. Oui. Donc voilà, moi c'est mon retour d'expérience concernant la réalisation des enquêtes. Moi, ce qui me concerne, il n'y a pas une méthode, mais des méthodes pour réaliser ces enquêtes. Ce qui est important, c'est d'être à l'aise lorsqu'on réalise ces enquêtes. C'est clair que d'avoir la connaissance du terrain, ça aide à réaliser les enquêtes. Ce qui me concerne, moi, ça fait quelques années que je suis à la Chambre d'agriculture de la Vienne et je sillonne tout le département. Donc, j'accompagne des agriculteurs et de plus, je fais pas mal de formations. Et souvent, c'est par ce biais qu'en fait, je repère les exploitants, les exploitations un peu innovantes qui sortent du lot et qui ne sont pas classiques. Voilà, donc la formation, le repérage sur le terrain, c'est un bon moyen pour réaliser des enquêtes. Alors le contact, comment je les repère? C'est aussi par le biais de contacts, par un réseau. Moi, je côtoie régulièrement les distributeurs, mais aussi le journal agricole. J'en parle aussi à mes collègues, donc ça aide aussi à repérer. Aussi être motivé et se donner les moyens. Quand on a envie, on le fait. Si on n'a pas envie de le faire, on reste chez soi et forcément on ne trouve rien à faire. Il faut faire preuve d'écoute active, repérer, écouter les agriculteurs. Et en formation, il y a toujours un qui s'exprime et puis on le repère et puis on le questionne après. Puis on se dit, tiens, celui-là, il est peut-être intéressant. Je vais essayer de le rencontrer. Et puis 3/4 du temps, ça marche. Je dirais qu'il ne faut pas forcément de compétences, mais il faut surtout être curieux et oser de le faire. Voilà. Ce que je veux dire aussi, c'est que les acteurs nous accueillent. Quand on leur parle d'innovation, qu'ils ont une pratique innovante, en général, les acteurs sont très, très fiers et ils se libèrent et ils disent beaucoup de choses. Tu peux passer à la suivante. Alors, moi, je vous ai présenté c'est ma première enquête que j'ai faite en 2021. Je savais qu'il y avait un agriculteur qui est assez ouvert, que j'accompagnais sur d'autres sujets. Et en fait, il a mis en place un système de partenariat avec des éleveurs. Donc, c'est un céréalier et qui a mis en place un partenariat avec 5 exploitations d'élevage. Parmi les 5 exploitations d'élevage, il y a quand même il y a 2 bovins, un apiculteur et 2 ovins. Donc, c'est intéressant. Donc, je dis, tiens, je vais aller le voir, je vais le rencontrer. Et du coup, j'ai réalisé cette enquête qui m'a amené à dire, il faut faire une journée sur cette thématique pour essayer de construire des partenariats complémentaires entre systèmes d'élevage et de céréaliers.
Ils ont tous répondu favorablement à mettre en place cette journée. Et donc, bon, ils sont très fiers d'avoir réussi leur pari. Et ce qui est important aussi, c'est que c'est durable. Et aujourd'hui, ils sont toujours en partenariat et ils travaillent toujours ensemble. Donc, en fait, c'est un céréalier qui met à disposition ses terres pour faire pâturer des bovins, des ovins, ou faire de l'échange entre paille, fumier ou autre, et l'apiculteur pour mettre ses ruches. Bon, voilà, c'est le genre d'enquête qui m'a amené à réaliser cette journée d'innovation. La suivante. Alors celle-ci est beaucoup plus récente, donc je la trouve intéressante également parce qu'elle peut être un moyen d'orienter des travaux recherche et développement. Donc ce sont des agriculteurs qui utilisent des bactéries dans leur élevage, la microbiologie. Donc ils sont accompagnés d'un conseiller convaincu, mais aussi d'un laboratoire. Et donc suite à cette enquête, j'ai dit tiens, vous n'êtes pas tout seul, il y en a 2 autres. Et puis finalement on a créé un collectif, un GI2E, suite à la mise en place de ce GI2E, il y a eu une journée qui a été faite avec des témoignages, et en 2025, eh bien, on va réaliser une 2e journée sur cette thématique. Donc tout ça, c'est le résultat d'une enquête que j'ai réalisée chez un éleveur, et ça fait boule de neige, quoi. Voilà. On peut mettre la suivante. Bon, bien sûr, si c'est... s'il y a des questions sur les sujets que j'ai abordés, il n'y a pas de souci, mais je l'aborderai une nouvelle fois. Alors, concernant les freins, alors c'est organisationnel parce que il faut quand même, ça prend du temps, à l'écoute, savoir si c'est transposable, si c'est durable, ce qu'on a pu retrouver comme exploitation avec des pratiques innovantes. Bon, il faut du temps, voilà, et il faut en avoir envie. Alors le manque de contact, c'est vrai qu'un conseiller qui arrive, qui est affecté sur une zone, il aura du mal à repérer. Parce que ce qui prend du temps, c'est le repérage. Et convaincre à l'agriculteur qu'il a des pratiques innovantes. Et puis le manque d'enthousiasme, c'est lié, voilà, si on n'a pas envie, on ne le fait pas, et du coup on ne trouve pas d'exploitation innovante. La suivante. Alors là, je parle de l'entretien avec l'agriculteur, donc c'est le guide qui me permet de le faire. C'est plus un échange qu'une enquête. Et ce qui est important, c'est de comprendre comment il en est arrivé là. Et surtout, quelquefois, il me pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport aux autres? Parce qu'en fait, il n'a pas l'impression d'avoir été si innovant que ça. Donc déjà, ça c'est important de l'avoir analysé. Donc une fois qu'on est dans la discussion avec l'agriculteur, il faut laisser surtout l'agriculteur discuter. C'est eux qui ont le savoir-faire. Nous, on est là pour apprendre, et on écoute et on transcrit toutes ces informations. Et surtout, ce qui est important, c'est ne pas juger. Donc, c'est comprendre comment il en est arrivé à ses pratiques innovantes, voir les atouts, les contraintes, ce que ça lui a coûté. Voilà, surtout ne pas juger et être à l'écoute de cet agriculteur qui a laissé sa porte ouverte. La suivante. Voilà, après c'est analyser les pratiques, je venais juste de le dire avant, quantifier les gains avant et après mise en œuvre de la pratique, les gains qui ont permis économiquement, au niveau organisation, technique de l'exploitant, et puis surtout savoir si c'est transposable sur d'autres exploitations par rapport au contexte et par rapport au pédoclimatique. Ce que j'ai oublié de dire, et ce qui est important, c'est pas parce qu'il y a une pratique innovante à un endroit qu'elle ne sera pas ailleurs. Je m'explique, par exemple, la noisette, les noisettes, on n'en voyait pas dans la Vienne. Là, depuis 3 ans, on en trouve davantage. Donc, en fait,
Quand au départ en 2021, il y avait un producteur de noisettes. Aujourd'hui, il y en a plus. Donc, ça peut être très local. Une innovation peut être locale. Et suite à ces enquêtes, ce qui est important aussi, c'est de faire une veille par rapport à ce qu'on a enquêté les premières fois. Parce qu'en fait, on a l'impression que c'est des exploitations, des exploitants avec des pratiques innovantes qui vont durer. Et en fait, ça va s'essouffler. Et en fait, il abandonne sa technique et tout est remis en cause. Donc, c'est aussi important d'avoir une veille sur toutes les enquêtes que l'on a fait sur du long terme. La suivante. Donc ça, je crois que c'est la trame d'enquête qu'on a mis en place. Mais en fait, moi, je prends des notes. En fait, c'est une trame de suivi. Je ne suis pas là en train de regarder le papier. Surtout, j'écoute l'agriculteur et je lui pose des questions au fur et à mesure. Et puis la dernière, je crois, une dernière diapo, voilà, c'était suite à mes enquêtes, j'ai pu encourager à répondre à des appels à projets. Ils ont pu obtenir des enveloppes pour permettre d'avancer dans leur technique. Bon, ça a été le cas dans cette exploitation agricole. Et sur l'ensemble de toutes les enquêtes, en fait, il y a certains agriculteurs, je les ai encouragés à répondre à des appels à projets comme les trophées de l'agroécologie, la Fondation pour une agriculture durable qui existe en Nouvelle-Aquitaine. Et puis aussi, certains à trouver des solutions suite à des problématiques. Voilà, soit pour les diriger vers des instituts par des conseillers, mais aussi par des chercheurs. Voilà. Donc, moi, j'en ai terminé. Je vais laisser la parole à Natacha qui va revenir sur la partie valorisation concrètement suite à nos enquêtes. Alors, je vais surtout donner un autre éclairage de valorisation parce que Christine vous a déjà donné plusieurs illustrations très concrètes de ce à quoi peuvent servir les enquêtes de trac. Moi, quand je suis arrivée, il y avait déjà un bon paquet de tracks qui avaient été faites et je fais partie de ces gens qui sont très visuels, donc j'ai besoin d'y voir quelque chose. Et j'ai voulu faire parler la boîte, notamment la base de données dont vous avez eu un aperçu tout à l'heure, où toutes ces enquêtes avaient été saisies. Donc, vous avez vu le questionnaire que Christine vous a présenté, qui est un questionnaire d'appui d'entretien semi-dirigé. Donc, on ne suit pas les questions, mais par contre, on fait en sorte d'avoir rempli les rubriques. Et quand ces rubriques sont remplies, on les saisit dans la base de données. Sauf que, une fois que vous avez vu, il y a eu 260 et quelques tracks, on ne passe pas les fiches une à une, ou on finit vite par s'y perdre. Donc, il y a eu ce besoin de retravailler, de faire du tri un peu dans notre exploration à 360, puisqu'on était parti tout azimut. Et donc, moi, c'est quelque chose qui m'intéressait. J'ai travaillé notamment avec Stéphane Plat, qui est un autre de nos collègues de l'équipe IRD, et partant d'une extraction de la base de données, donc un simple fichier Excel, on a commencé à chercher à faire des catégories. Mais c'est pareil, c'était des lignes et des lignes et des lignes, ça ne nous parlait pas beaucoup. Donc, ce que j'ai fait, j'ai bricolé en fait un simple publi-postage sur un document Word où on mettait en page et de manière un peu visuelle, un peu jolie, les différentes tracks qui avaient été réalisées. Et en faisant ça, en fait, ça nous a permis de nous rendre compte que tous autant qu'on était, on avait différentes pratiques et toutes les rubriques de fameux entretiens semi-dirigés, elles n'étaient pas forcément toutes remplies. Donc, avec des fiches un peu remplies comme ça, on s'est dit, tiens, on s'est mis autour de la table à plusieurs. L'important de l'analyse à plusieurs en collectif, elle est vraiment importante. Et, on voit on fait faire un pas de plus en fait à la pratique qu'on est en train de décrire. Et donc collectivement, on a choisi, on a repéré les tracks qui semblaient mériter d'être partagés ou en tout cas d'être explorés un peu plus, soit parce qu'elles étaient presque complètes dans une mise en page pour être partagées sous forme de fiches, soit parce que le sujet nous interpellait visuellement et c'était plus facile à regrouper de cette forme-là. Une fois que ça a été fait, en fait, on a appliqué à ça le modèle de fiche technique qu'un collègue avait mis en place.
mais c'était une fiche qui était pas rattachée à une ligne éditoriale, à une ligne graphique, à des projets. Et l'idée qu'on a eue, c'était de raccorder au projet d'innovation, en fait, puisque là, vous avez vu que Christine, elle a fait des journées innovation, mais de raccrocher cette valorisation des tracks au formalisme innovation, à la charte graphique innovation, puisque finalement, une track à l'innovation, ça peut complètement s'intégrer dans le processus de création d'une journée innovation. Alors, ça ne veut pas dire qu'à chaque track, il y avait une journée innovation, mais par contre, ce qu'on a demandé, c'est à utiliser la même charte graphique, et ça a donné comme ça une coloration d'identification de l'innovation à nos tracks qui sortaient en fait d'entretien de curiosité, de découverte au départ, quoi. Donc ça, c'est le processus, un petit peu le premier processus de maturation. Il y a pas mal d'allers-retours entre ce qu'on a capté à travers des enquêtes, ce qu'on a reformulé au niveau visuel, et puis on s'est rendu compte au niveau visuel qu'il manquait des informations. Donc ça fait comme ça du ping-pong, des allers-retours entre une valorisation, une représentation écrite ou visuelle de ce qu'on avait capté, et puis un retour vers les agriculteurs enquêtés pour compléter l'enquête, la nourrir, la documenter et l'analyser avec les producteurs et entre conseillers. C'est comme ça qu'on a été amené à rajouter des rubriques et des questions. Donc ça, chemin faisant, puisque en plus de ce que Pascal a dit sur la track à l'innovation, sont venus nourrir nos questionnaires. Une thèse qui a eu lieu en 2019, réalisée par Chloé Salambier sur la track à l'innovation. Et puis plus récemment, là, dans un des projets réflexes dans lequel moi j'étais partie prenante, le projet ESPER sur le lien entre élevage et culture pérenne, on a eu la collaboration avec notamment l'équipe de l'INRAE et d'IDEAS sur la logique d'action. Et donc, on a été amené à rajouter des questions du style que vous apporte cette pratique. Est-ce que vous avez testé des choses qui n'ont pas marché? Qu'est-ce qui vous a manqué? Donc, on est venu comme ça rajouter des éléments qui nous paraissaient intéressants pour qualifier la pratique, mais aussi qualifier le pourquoi. Parce que ce que vous a expliqué Christine, c'est qu'il y a un enjeu de décrire pas à pas le comment il s'y prend. Elle vous l'a dit, hein, on a besoin d'être curieux de savoir comment, et c'est l'exploitant qui a le savoir-faire. Et l'enjeu de transfert, il se pose aussi dans le pourquoi. Et souvent, et ça, Christine l'a dit aussi, c'est pour ça que j'ai souri, c'est que l'innovation, elle est souvent dans les yeux de celui qui regarde, plus que de celui qui est en train d'inventer ou de réaliser une innovation. Parce que lui, s'il innove, c'est bon, il y en a certains qui aiment être innovants pour être innovants, mais la plupart du temps, c'est pour répondre à une problématique. Claire Ruot du Gerdal l'explique très bien en disant que quand on innove, c'est pour se sortir du pétrin ou pour faire les choses autrement. Donc c'est pour ça que de passer par un récit, passer par une oreille extérieure, ça permet de repérer quels sont les déclencheurs en fait de cette innovation qui permettent de dire ce que tu fais là, ça t'a solutionné une problématique, mais ça peut en intéresser d'autres. Et notre travail, c'est aussi ça. Et donc, du coup, ce qu'on a fait à la suite de tout ce processus-là, on a refabriqué une nouvelle fiche sous forme d'un paperboard, en fait, une fiche grandeur nature, enfin une affiche grandeur nature, et qu'on a recomplété en équipe lors d'une visite, c'était presque une V2 de la track, c'est-à-dire qu'on est retourné dans une exploitation, tous ensemble avec l'équipe ERD, dans une exploitation qu'avait enquêté Bruno Simon, qui est autour de l'écran, là. Je dis coucou. Et donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est cette notion, au-delà de la notion d'innovation et de regard porté sur l'autre, il y a une question d'hybridation, c'est-à-dire qu'on a refabriqué autre chose à partir d'une trame d'enquête initiale de track à l'innovation, à partir d'une fiche innovation, on a tout mélangé, on a rajouté des éléments et on s'est fabriqué notre propre outil, vraiment qui est à la main de l'équipe. Pour re-renseigner, en fait, et donc on a refait une boucle, une nouvelle itération, c'est souvent comme ça que ça marche aussi l'innovation, et fabriquer cette nouvelle fiche qu'on est venu tous renseigner, c'était un support à la visite. Et ça, c'était intéressant aussi, c'est-à-dire qu'au-delà de notre propre curiosité, notre propre besoin individuel et intellectuel de comprendre, on était là pour se dire
qu'est-ce qu'on va raconter aux autres, qu'est-ce qu'on va repartager aux autres agriculteurs de la visite qu'on a fait tous ensemble. Voilà, et donc vous avez un aperçu en diapo suivante de ce que... alors, c'est un GIF qui défile. Ça vous montre juste l'évolution visuelle, l'aller-retour entre un travail de collecte d'informations et les différentes étapes visuelles, et il y en a eu plein, qui nous ont amené à la production d'une fiche qui, aujourd'hui, on peut considérer qu'elle est finalisée, mais comme vous le devinez avec ce que vous a partagé Christine, en fait, c'est que une boucle de l'itération et on attend tous de faire la boucle suivante parce que ça peut donner lieu à des collectifs. On peut passer à la diapo suivante. Ça peut donner lieu donc à des journées innovation comme ça a été dit, mais ça peut aussi donner lieu à la rédaction d'articles plus nourris ou même de vidéos de témoignages. Et puis, ça aussi, et Christine le fait beaucoup, ça permet donc de connaître et de repérer les agriculteurs innovants, de leur proposer de participer à des appels à projets de trophées pour les agriculteurs pour faire reconnaître et valoriser leurs pratiques et leurs initiatives. Et puis, ça peut être aussi de mettre, comme ça a déjà été le cas, de mettre en avant leur expérience dans le cadre de collectifs agricoles comme les GDS, par exemple. Voilà une manière de cheminer qui en ouvre plein d'autres et ce que moi je pouvais vous dire sur la valorisation de la traque telle qu'on l'a menée jusqu'à ce jour. Je vérifie que je vous ai tout dit. Et je passe la parole à Pascal. Il n'y a pas ton micro, Pascal. Ça va être mieux en ouvrant. Donc oui, comme je vous disais en introduction, une dernière diapositive sur quelques perspectives pour clôturer ce retour d'expérience et puis après échanger. Donc à l'étape où on est actuellement, donc ouais, on aimerait qu'il y ait quand même une meilleure représentativité de ces tracks au sein de notre vaste région. Parce que voilà, Christine par exemple et chasse tous les jours là, dans son département. Donc forcément, il y a beaucoup de remontées. Il y a des départements, par contre, où il y a beaucoup moins de remontées. Donc voilà, on aimerait une meilleure représentativité, une meilleure valorisation. Voilà, on a montré déjà plusieurs exemples. Il y a déjà des choses qui se font, mais on a bien conscience qu'on a encore une marge de progression assez importante pour partager toutes ces innovations. Après, on n'a pas non plus mis en place d'indicateurs d'appropriation. Ça pourrait peut-être être fait aussi, mais il y a plein de manières après aussi de valoriser toutes ces tracks. Comme on l'a un petit peu abordé aussi, il y a certainement une possibilité de mieux valoriser notre base de données, donc pas forcément valoriser juste une track individuelle, mais réaliser des synthèses sur des tracks qui sont proches, ou alors utiliser la base de données, comme l'a évoqué aussi Natacha, parce qu'en fait, il y a des informations qu'on peut traduire. Comme elle a dit, si les agriculteurs innovent, c'est par rapport à des problèmes qu'ils rencontrent. Donc, en fait, on peut aussi analyser la base de données un petit peu comme en partie sur une analyse des besoins des agriculteurs. Alors voilà, est-ce que c'est représentatif? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, ça donne certains éléments aussi. Il y a certainement tout un tas d'éléments qu'on pourrait mieux tirer en exploitant notre base de données. Il y a tout un sujet que l'on n'a pour le moment pas abordé, qui est aussi la qualification, j'ai écrit collective, de l'innovation. Alors, c'est une grande question. Voilà. Est-ce qu'on reste, comme l'a dit Christine, on n'est pas dans le jugement parce que forcément, on laisse l'agriculteur s'exprimer. Donc là, c'est intéressant pour l'exploitation, pour échanger avec l'exploitant lambda. Mais après, dans la partie valorisation, quels sont nos choix? Est-ce qu'on se dit, c'est un agriculteur qui est satisfait de la solution qu'il a trouvée, on en forme, on communique un peu là-dessus. Ou est-ce qu'on se dit, attention, c'est peut-être pas avec des fondements scientifiques très rigoureux, il faut peut-être se mettre un petit peu est-ce qu'on met des barrières ou pas? Là, j'ai mis l'exemple sur la musicothérapie. C'est un exemple qu'on a rencontré. Un agriculteur qui est très content de sa solution, en considérant qu'en mettant des
en faisant passer de la musique dans ses vignes, il a moins de maladies. Bon. Lui, il en est content. Est-ce que nous, pour autant, on se dit que c'est quelque chose de vraiment innovant et qu'on doit communiquer sur ça? Voilà, c'est toute une question. Je n'apporte pas de réponse, mais on pourra en discuter aussi si vous souhaitez après ou si vous avez des avis là-dessus. Mais en fait, voilà, il y a vraiment voilà, est-ce qu'on communique sur tout ce que l'on voit et tout ce qui satisfait au moins un agriculteur, ou est-ce qu'on va sur des fondements scientifiques vraiment éprouvés où il y a plus ou moins un consensus scientifique là-dessus. Sachant que même dans ce cas-là, ce sera quand même assez difficile. Là, sans aller, peut-être, je sais pas, j'ai pris l'exemple là de la musicothérapie, mais si on parle tout simplement de la biodynamie, voilà, je vais peut-être en heurter certains autour de ce webinaire, mais bon, voilà, ce n'est pas forcément avec des fondements scientifiques qui sont tout à fait reconnus. Pour autant, on a dans de nombreux champs d'agriculture, on a des conseillers en biodynamie. Donc voilà, comment on se place, c'est pas évident. Et puis il y a aussi voilà, à quel niveau au niveau de la valorisation, est-ce qu'on parle donc, quand on va enquêter, quand on discute avec un agriculteur qui commence qui met en place quelque chose, ça peut être soit un début de projet, soit c'est, comme on l'a dit, derrière il peut y avoir le besoin que ce projet mûrisse, de mettre en place des expérimentations, d'échanger avec d'autres agriculteurs. On peut être vraiment à différentes étapes de l'innovation et voir après comment on se positionne et quand est-ce qu'on dit que le projet, par exemple, si on dit qu'il faut la qualifier, l'innovation, à partir de quand on dit qu'on choisit de qualifier. Donc voilà, il y a quand même encore tout un tas de questions. Et puis j'ai mis en dernier point le côté durabilité. Je vous disais tout à l'heure en introduction que beaucoup de projets sur la traque à l'innovation n'avaient pas duré longtemps. Donc, bon, finalement, nous, en Nouvelle-Aquitaine, ça commence à faire quelques années, mais bon, voilà, il y a des hauts, des bas. Là. C'est quand même, ça va pas forcément de soi de conserver la dynamique et même de l'accélérer. Donc voilà, la perspective, c'est que ça continue. En tout cas, moi, c'est à titre personnel, je pense que il y a plein d'intérêt à faire ces tracks à l'innovation. Donc voilà, j'espère que ça va durer. Je vous propose là de clôturer là pour notre retour d'expérience en Nouvelle-Aquitaine. Et puis, je n'ai pas vu s'il y avait j'imagine qu'il y a sûrement des questions ou des échanges d'autres retours d'expérience des autres régions, avec plaisir. Merci beaucoup à tous les trois. Effectivement, on a quelques petites questions dans le chat. Vraiment, on va commencer par du pratico-pratique. Elena nous demande s'il est possible d'avoir votre présentation à la suite du webinaire. Bien sûr. Voilà. Je n'osais pas répondre, je préférais quand même vous laisser la parole, mais voilà, on est d'accord. Je vous l'enverrai à la suite avec aussi le lien du replay de ce webinaire. Elle nous demande aussi quelle est la musique qui est mise dans les vignes. Voilà. Avant de partir sur ce débat, il y a une question aussi de Myriam. Classique. Il y a une question de Myriam Gaspard qui demande, donc c'est quand Christine parlait, si je ne m'abuse, si elle te demande si tu es la seule dans ton département à faire les enquêtes et est-ce que tu as déjà un diag bateau déjà présent ou est-ce que vous en avez créé un spécifique? Oui, je suis la seule à faire des enquêtes. Ce que je disais, bon, il y a quelques conseillers qui m'ont donné quelques adresses, mais en fait, moi, je sillonne sur tout le département. Ça fait quelques années que je suis à la Chambre d'agriculture de la Vienne. Et puis, je fais pas mal de formations et en fait, en discutant les relations, le bouche à oreille, j'arrive à trouver des gens qui sont, enfin voilà, qui j'y tiens, celui-là il est intéressant à regarder, avoir une veille et voilà, bon, je suis toute seule, oui, en effet. J'aimerais passer encore plus de temps parce que je trouve que c'est très intéressant de le faire. Après, ce qui est compliqué, c'est oser y aller. On a toujours peur d'avoir un refus quand on pose la question. Voilà, j'ai remarqué que vous avez une pratique innovante, j'aimerais bien vous rencontrer. Et en fait, sur toutes les... Je sais pas combien j'en ai fait,
Pascal. Bon, j'ai eu un refus. Un refus, mais c'était plus d'ordre politique. Il était en désaccord avec la Chambre d'agriculture, donc il a dit non. Mais bon, voilà, c'est tout. Après, les autres, non, il n'y a jamais eu, j'ai jamais eu de. Il y avait un autre bout de question, Christine. La deuxième partie de la question, c'était est-ce que tu as un diagnostic bateau que tu utilises ou tu en as créé un spécifique? Je l'ai montré, la trame. Je me suis approprié. En fait, je l'ai présenté dans le diaporama. En fait, c'est une trame qu'on a fait tous ensemble. Mais je l'ai avec moi, mais je note tout sur un bloc-notes. Parce que je pense qu'au début, je m'en servais, maintenant, je ne m'en sers plus parce que je sais quelles questions qu'il faut poser. Et voilà, et surtout, il faut écouter l'agriculteur. En fait, c'est lui qui il parle tout seul. Parce qu'en fait, il est aussi fier de ce qu'il a fait. Après, il y a certaines rencontres, on se demande si ça va durer. Voilà, bon, enfin, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir une veille sur la durabilité de certaines tracts, quoi. Pour en complément de réponse, donc effectivement, il y a une crainte de certaines personnes de conseillers qui n'osent pas déranger. Et en fait, je confirme ce que dit Christine. En tout cas, moi, j'ai fait par exemple des tracts qu'en 2021, mais j'ai eu aucun refus. Et si on regarde après sur l'ensemble de la base, alors il peut y avoir un certain pourcentage on avait mesuré qui était de l'ordre de 20%, 20% des enquêtés qui ne souhaitaient pas forcément qu'on communique sur leur innovation. Parce qu'en fait, ils étaient sur quelque chose de... Voilà, je sais pas, pareil. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, il y avait un agriculteur qui faisait pousser des champignons. C'est une forme de diversification. Il n'avait pas trop envie qu'on d'expliquer sa méthode. Il voulait bien en parler à l'enquêteur, mais après, il ne voulait pas qu'on en fasse des articles, qu'on en fasse des journées d'innovation. Donc, il y a en gros, je pense que c'est toujours le cas, il y a en gros un cinquième d'agriculteurs qui acceptent volontiers de nous recevoir, mais qui ne veulent pas forcément faire une communication derrière. Mais effectivement, très très peu de refus, de dire non, on ne veut pas vous recevoir ça. Et par rapport à la première question, qui était donc, est-ce que Christine est la seule à réaliser des tracts dans son département? Eh bien, c'est effectivement ce qu'on avait vu, là, ce que je vous disais dès 2018, là, par rapport à l'étude des freins qui, au niveau de la réalisation des tracts, qui avait été réalisée par Jean-Philippe Bernard. En fait, si les personnes ne sont pas missionnées, vraiment avec du temps dédié, avec vraiment que leur supérieur hiérarchique leur dise, il faut que c'est dans tes missions de réaliser de la track, ça se fait pas, ou quasiment pas, quoi. Et même dans notre situation, on a là, parmi les 12 référents, certains ont beaucoup de mal à faire des tracks. Donc, c'est vraiment pas évident ce côté légitimité, mission. Alors, il peut y avoir plein de raisons. Ça peut être sur de la motivation personnelle, ça peut être parce qu'en fonction des postes aussi, des référents IRD, il y en a qui sont, comme Christine, très sur le terrain, donc c'est plus facile. Il y en a qui sont un peu plus déconnectés, on va dire. C'est plus difficile après de réaliser ces tracks. Mais c'est vraiment pas évident en tout cas, c'est voué à l'échec de se dire on laisse tous les conseillers peuvent aller faire des tracks, ça marche pas comme ça. Cela dit, dans les perspectives, j'aimerais bien qu'il y ait quand même quelques autres collègues qui ne soient pas forcément référents IRD, mais que pour X raisons ça les intéresse et qui puissent en réaliser sous le format, tant qu'à faire aussi, qu'on s'est construit pour que ça puisse rentrer dans la base de données. Et il y a, par exemple, il y a 15 jours, là, donc j'ai des collègues, alors c'était sur la partie spécifique, par exemple, de la bio, et qui disaient, est-ce qu'on souhaite nous aussi faire des tracks spécifiques bio? Mais je dis, tant qu'à faire, autant utiliser avec la même démarche, ou en tout cas que ce soit compatible avec ce qu'on fait. Et alors, si je peux, pardon, et pour compléter ce que dit Pascal, je crois que le plus dur, c'est de prendre le téléphone et expliquer ce qu'on va faire à l'agriculteur et pourquoi on le fait.
c'est pas c'est pas l'enquête elle-même, c'est prendre le téléphone et dire bah, j'aimerais bien vous rencontrer pour ça et expliquer à quoi ça consiste la traque, voilà. C'est ça le plus dur. Je dirais que pour moi c'est ça le plus dur. Et je vous dis sur la totalité j'ai eu un refus, mais c'était plus d'ordre politique, en désaccord avec le bureau de la chambre de la lecture de la Vienne. Voilà. Merci. Alors, il y a Nicolas qui a voulu prendre la parole. J'imagine que c'est en écho à ce qui vient d'être dit. Et ensuite, je propose de poser la question de Frédéric. Nicolas, tu as la parole. Ouais, merci beaucoup. Bonjour à vous trois, merci pour cette présentation. Et c'était effectivement en écho à ce que vous avez dit. Alors moi, je suis référent IRD à la Chambre de l'Aude. Et par ailleurs, je suis doctorant à l'INRAE de Toulouse. Je fais ma thèse sur la capitalisation d'innovation d'agriculteurs. Donc c'est très en lien. Moi, tout ce que vous avez dit, ça fait écho parce que j'essaie aussi de mettre une dynamique justement à l'échelle de l'Aude et je travaille aussi avec la CRAO sur le repérage, la capitalisation. On a un peu ce souci-là de légitimité quand les gens n'ont pas la casquette de référent IRD. Mais du coup, moi, ma question, c'est Christine, est-ce que toi, tu saurais dire qu'est-ce que ça t'apporte, puisque tu as une double casquette de conseillère et référente IRD, qu'est-ce que ça apporte de faire ça dans ton métier de conseillère? Euh, et après, j'ai aussi une question du fait de l'actualité où on a un nouveau bureau et il va falloir présenter les missions au nouveau bureau. Comment vous avez présenté cette question-là du repérage et de la capitalisation? Comment vous avez argumenté ça? Et c'était quoi un peu... Enfin, pourquoi ils vous ont soutenu dans cette dynamique? Alors, moi, ça m'apporte beaucoup. Je suis mieux, concrètement, je suis mieux sur le terrain que d'être au bureau. Donc, la relation avec les agriculteurs, j'ai pas de souci. C'est une satisfaction. Je reconnais, enfin, je suis très fière de ce que font les agriculteurs hein, qui ont des pratiques innovantes. Et je suis très fière aussi de leur donner du retour. Il y en a quand même quelques-uns où je les ai fait postuler à des appels à projets et ils ont eu une enveloppe financière. Il y en a un qui a fini numéro 1 en trophée de l'agroécologie au niveau national. Donc ça, voilà, c'est certaines petites fiertés. Et puis après, il y en a quelques-uns qui ont postulé pour la Fondation Agriculture Durable, mais je crois que ça existe qu'en Nouvelle-Aquitaine. Et donc c'est pareil. Voilà, j'aime beaucoup ce que je fais. Et ils ont une certaine reconnaissance. D'ailleurs, je pense toujours à eux parce que quand il y a des appels à projets qui se présentent, par exemple, je dis tiens, c'est là, cette exploitation-là pourrait rentrer dans le cadre ou je pourrais m'en servir pour continuer à faire de la capitalisation. Ou, voilà, donc ça fait partie de mon job. Voilà. Et puis, ça me donne, je dirais que c'est le partage en fait qui est intéressant. Le partage et ce que j'aime, c'est le partage de voir que les agriculteurs échangent entre pairs, partagent des choses et avancent intelligemment dans leur métier d'agriculteur et tiennent en compte de tout ce qui des demandes sociétales, environnementaux, etc., etc. Et puis après, là, je laisse la deuxième question, je laisse la parole à Pascal parce que en fait, nous, c'est une mission régionale, donc on est missionné pour faire notre travail dans le département. Euh, donc, nos Juste élus avant, chambres départementaux, j'en profite, pardon, Pascal. Du coup, si tu veux bien répondre à Nicolas et par la même occasion, répondre à la question de Marie qui demande quels sont les arguments pour convaincre les directeurs et les managers. Et ensuite, dans une autre question, quid de la valeur ajoutée de cette démarche de track? S'il te plaît. Alors, du coup, j'ai un petit peu oublié, mais c'est un petit peu la même question non, sur les arguments. En fait, ça s'est fait un petit peu conjointement, quoi. Enfin, on a essayé de convaincre effectivement certains directeurs, vu que là, on n'est pas une chambre régionale fusionnée.
Mais certains directeurs aussi sont convaincus. Donc, du coup, moi, je me suis appuyé aussi sur des directeurs qui étaient plutôt convaincus pour essayer un petit peu comme dans Innovation, là, on dit il faut que ce soit les agriculteurs qui parlent aux directeurs. Là, j'ai dit il faut que ce soit les directeurs qui parlent aux directeurs aussi parce que des fois, voilà, le message tel qu'on le fait passer est pas toujours, touche pas forcément autant, quoi. Mais bon, il y a quand même pas mal on en a présenté quand même pas mal aussi là d'arguments là sur pour montrer que ça avait quand même un intérêt. Et de toute façon, sur cette partie innovation, face à tous les problèmes que les agriculteurs peuvent rencontrer, voilà, s'il y a une solution qui est trouvée, qui semble intéressante à un endroit, autant ça peut intéresser d'autres personnes. Et comme a dit Christine aussi, quelque chose qui est pas forcément considéré comme très innovant dans les Pyrénées-Atlantiques, ça peut être très innovant en Vienne et inversement, quoi. Donc l'intérêt, c'est quand même voilà, d'une circulation de l'information et une meilleure diffusion à l'échelle de la région des solutions qui peuvent être trouvées. Alors il y a à la fois le côté aussi bottom-up, où alors, ça peut être des innovations qui sont faites, qui sont trouvées chez les agriculteurs. Alors les innovations, ça va de choses très innovantes à des choses, des fois c'est même juste des petits trucs et astuces, hein, mais bon, on le met un petit peu aussi dans ce côté track. Ou ça peut être des solutions qui viennent aussi, des innovations qui viennent du commerce et je sais pas, des drones, des choses comme ça, et qui sont appropriées par des agriculteurs. Et du coup, voilà, il y a un retour d'expérience des agriculteurs qui disent, voilà, ça a permis de résoudre ou pas mon problème. Ouais, pour compléter la réponse de Pascal et répondre à la question de Frédéric que je trouve hyper intéressante, quel est le taux de transformation entre les enquêtes réalisées et les innovations transposables? Alors c'est une super bonne question et je me la note et je vais donner des coups de coude aux collègues parce que on l'a pas quantifié encore, même si on se l'est un peu dit. Je vois Bruno qui lève les sourcils. Alors c'est compliqué, c'est très compliqué. En fait, dans les 269 tracks, il y a en tout cas une question à laquelle on va pouvoir répondre rapidement, qui sera un premier pas vers une réponse à Frédéric, c'est quelles sont dans toutes les enquêtes celles qui ont donné lieu à un partage ou à un transfert. Les collègues, ils savent dans leurs tracks, dans leurs enquêtes de track, s'il y a eu derrière une journée innovation. Donc, il y en a un certain nombre qui ont donné lieu à des journées innovation. Donc, ça, c'est une première forme de transfert. Là, le procédé que moi, je vous ai présenté, on en est à la 7e fiche qui a été fabriquée tous ensemble. Et notre ambition, c'est d'en faire au moins une par newsletter. On fait des newsletters tous les 3 mois et d'en produire une tous ensemble. Donc, ça en ferait 4 fiches nourries, qualifiées telles que je vous les ai décrites. Et en effet, le côté, on revient vers les enquêtés. Christine commence à le faire sur ses tout premières enquêtés, mais le côté, on revient sur les premiers enquêtés pour revisiter un peu leur pratique et voir de quelle manière elle a pu se répandre par ailleurs. Ça, c'est en effet une piste de valorisation qui serait un très bon argument d'ailleurs auprès des directeurs et des élus en disant, voilà, on a fait 150 enquêtes, mais sur les 150, il y a eu 20 journées innovation, 30 fiches, et puis X agriculteurs qui ont passé le pas. Ça, c'est une bonne idée de valorisation a posteriori des enquêtes. C'est le pas d'après. Voilà ce que je voulais dire. Frédéric, tu voulais compléter ta question ou amender? Je complétais juste ma question en disant, voilà, oui, est-ce que vous avez une traçabilité, mais là, je t'y ai un peu répondu, sur les innovations qui sont restées, qui ont été pérennisées par rapport à la suite? Quel est le pas de temps pour qu'on considère qu'une innovation soit pérenne et qu'elle puisse être alors transposable derrière, c'est-à-dire que sur quels critères on va assurer la transposabilité, c'est en termes économiques, en termes techniques, en termes main-d'œuvre disponible, en termes débouchés, etc. Et puis le fait qu'elle soit qu'on la dissémine aussi derrière, est-ce que c'est pas aussi des fois dans certains critères de niche, du coup tuer la poule aux œufs d'or de celui qui a eu l'idée? Et donc quel frein on met par rapport, quelle limite on se donne par rapport à ça, quoi.
C'est une des limites, c'est celle que donne déjà l'agriculteur, hein. Comme je disais tout à l'heure, il y en a qui disent voilà, je ne veux pas tuer la poule aux œufs d'or, ouais, localement. Et encore une fois, la question du pas de temps, elle est hyper pertinente. Je ne crois pas que Jean-Philippe y soit là, mais s'il était là, il boirait du petit lait parce qu'en fait, justement, on a la conviction. Alors, il y a ce côté, on valorise, mais toutes les tracts, toutes les enquêtes qui ont été faites n'ont pas vocation à sortir au grand jour. Il y a une activité de tract à l'innovation qui peut être conjointe à un travail de veille bibliographique. Christine en a un petit peu parlé pour creuser un sujet pour de futurs projets de R&D, par exemple. Et ça, c'est un argument fort parce que ça fait partie des pratiques pour monter un projet que d'aller d'une part regarder ce qui a été publié scientifiquement et d'autre part ce qui a été inventé au concret. Donc, ces deux techniques, moi, dans l'équipe IRD, ils m'attendent un peu au coin du bureau parce que la partie veille biblio, ils savent tous faire, mais la partie track qui viendrait compléter et argumenter des nouveaux appels à projets de R&D, ça peut venir vraiment en point fort d'une candidature de R&D, quelle qu'elle soit, quoi. Ouais, et Donc puis ça, il y a des c'est... questions. Il y a des questions qui se posent dans le fait d'avoir raison trop tôt, c'est-à-dire qu'avec Oui, notamment si alors notion de justement, dérèglement ouais, climatique, il y a des ouais. innovations qui ont peut-être disparu, qui pourraient être remises au goût du jour parce que maintenant, soit le consommateur est mûr, soit le climat a évolué et permet de pouvoir mettre ça en place. Ou l'économie Exact. aussi. Et dans cette notion Et de base de données, il y a un enjeu à ce qu'elle reste vivante et à ce qu'on la remette en suspension. Donc, on la revisite finalement, qu'on la remette en suspension, qu'on re-regarde avec un nouvel œil et sous un nouveau contexte. Mais c'est souvent ça. Et les inventeurs d'hier, ils ont tous eu raison un peu tôt par rapport aux autres, ce qui en fait des pionniers qui ont gagné avec 5 ans d'avance ou qui en fait juste des gens incompris. Mais oui, complètement. Le pas de temps fait que. Et alors, c'est pas du tout. C'est pas linéaire. Et il y a dans toutes les enquêtes qui ont été faites, il y a des choses qui sont très mûres. Alors, dans le langage de l'innovation et des startups, on parle de TRL, enfin, dans le côté R&D. Mais quelque part, c'est un peu ça aussi. Nous, on n'est pas trop allé sur cette qualification-là, mais c'est une voie possible d'évolution de cet exercice-là, hein. Par contre, cela dit, on n'a pas trop insisté là-dessus, mais dans le cadre de nos enquêtes, dans la trame que l'on a, on a des questions aussi que l'on pose à l'agriculteur sur quels sont ses souhaits, ses besoins. Est-ce qu'il souhaite un appui scientifique, un appui d'un accompagnement? Est-ce qu'il souhaite communiquer, une aide pour communiquer? Est-ce qu'il souhaite voilà, qu'on le mette en contact avec d'autres agriculteurs qui seraient un petit peu sur la même longueur d'onde pour créer, comme a dit tout à l'heure Christine, un GI de œufs ou autre. Est-ce qu'ils souhaitent voilà, qu'on monte un projet de R&D sur ce sujet et que du coup on le mette en contact avec des conseillers experts, parce que ouais, ce que vous avez compris, hein, c'est que tel que nous on fonctionne là, on n'est pas forcément, enfin ceux qui font la track sont pas forcément des spécialistes du sujet, quoi. Donc après, pour être mis en contact avec des personnes plus expertes, que ce soit au sein du réseau Chambre ou d'autres structures, quoi. Donc il y a aussi ce lien de voir un peu comme nous, comment nous, conseillers, on peut aider aussi les agriculteurs dans l'évolution des innovations qu'ils sont en train de mettre en place. Et pour En ce qui est écho. critères de transposabilité, tu as parlé, Frédéric, de dissémination. Moi, j'aime bien parler d'essaimage aussi. Que ce soit la petite étincelle qui met un nouvel agriculteur en mouvement parce que ça lui déclenche autre chose dans cette idée d'hybridation, il prend l'idée, il en fabrique autre chose, on a déjà gagné en fait. Qu'on transpose la méthodologie dans son intégralité telle que l'agriculteur l'a mis en process ou qu'on transpose la petite étincelle qui va faire qu'un autre se met en mouvement, ça aussi c'est du transfert. Donc on a déjà gagné si on arrive à ça. C'est ce que je voulais dire. Et moi, je voulais dire, en écho avec tout ce que vous venez de dire, que ça donne plein d'idées pour de futurs événements innovation. On est en pleine refonte du dispositif. Donc voilà, vous aurez davantage de compléments à ce sujet via des brèves Opéra. Donc je vous invite à rester connecté sur Opéra. Également pour accéder au formulaire pour notre prochain webinaire, puisque celui-ci arrive à son terme.
Voilà, je vois que plusieurs d'entre vous commencent à partir. Donc vraiment merci à vous trois, aux trois intervenants, à vous toutes et à vous tous pour votre présence aujourd'hui. Donc, comme je disais, notre prochain épisode aura lieu le 13 mai de 14h à 15h. Il s'intitule Se former à l'accompagnement de collectifs innovants. Donc le lien est déjà accessible sur Opéra et je referai un post aussi pour que vous ayez accès directement à ce formulaire. Pour revenir là sur notre webinaire actuel, donc comme on l'a dit, je vais vous envoyer toute la présentation. Voilà le PowerPoint. Je vais également vous envoyer le lien de ce replay qui sera disponible sur YouTube, ainsi que le lien vers le podcast que nous allons créer à la suite de ce webinaire. Je mentionnerai aussi, j'anticipe, je me permets de proposer cela, je mentionnerai vos 3 contacts dans le cas où certains d'entre vous n'ont pas eu le temps de poser leurs questions ou si vous avez des questions qui vous viennent a posteriori. Je me permets de dire que n'hésitez pas à nous contacter directement pour prolonger les débats. Et si quelqu'un, si vous voulez peut-être Christine, Pascal, rajouter un petit mot avant que on vous laisse passer un bon après-midi. C'est bon pour moi. Ouais, moi j'ai de l'autopromo. Christine, vas-y. Non, j'ai rien dit. Non, mais c'était bien de partager. Je pensais réellement que au niveau national, on n'était pas le seul à le faire, mais je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent et ils vont s'y lancer, j'espère s'y lancer, pour avoir un retour d'expérience de d'autres régions. Et quitte à faire comme je disais tout à l'heure, un webinaire, la suite de ce webinaire, la track animation 2.0, si je peux, si je peux lancer l'idée. Merci à toutes et à tous. Bon après-midi et donc rendez-vous le 13 mai pour notre prochain webinaire. Merci. Merci, Merci à bon vous. après-midi. Au Au revoir. revoir. Bonne Au track. revoir.